Ok, on est live, je crois. Voyons combien on a de personnes. Pour l'instant, on a 14 personnes connectées. Bonjour à tous. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes, voir si on a du monde qui arrive, quelques retardataires. On démarre, disons, à 11h03. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Et toi, Julien, tout se passe bien? Ça va très bien, écoute, en ce mardi d'été, un petit peu avant les JO, rentré sur Paris hier, et je me suis rendu compte qu'il allait peut-être falloir que je fasse des démarches pour avoir un pass pour me balader dans certains endroits de Paris. Exactement. En parlant de JO, justement, ça rejoint un peu notre sujet. Ça rejoint notre Les, sujet, en effet. les menaces liées aux JO. En cette période où la France sera sous les projecteurs, elle sera aussi potentiellement sous les attaques de hackers opportunistes qui veulent profiter des infrastructures informatiques qui ont été mises en place pour cet événement. Exactement. Il est 11h02. On va encore attendre 1 minute. Et on va commencer. Superbe. Alors, je me présente rapidement ou tu veux... Eh ben, on va faire ça, ouais. On va dire qu'on peut commencer maintenant. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire, collaboration entre Checkpoint et CrowdSec. Le sujet va être de minimiser les risques d'intrusion sur votre infrastructure en utilisant une intégration de CrowdSec à Checkpoint. Et pour vous présenter ceci, nous avons Wahid Ben Daoud, ici présent, de chez Checkpoint, Enchanté. et moi-même, Julien Devoissou, de chez CrowdSec. Donc, Wahid, je te laisse te présenter. Je vais me présenter très succinctement. Je suis avant-vente côté Checkpoint sur le secteur public. Et donc, justement, les thématiques que Julien et moi-même allons aborder tombent vraiment dans le sens avec les JO qui arrivent. Et donc, côté Checkpoint, nous sommes une 70 personnes en France et on est vraiment orienté sur la cybersécurité de manière globale. Très bien. Et ben moi, je me présente. Je suis Julien Devoissou. Je suis adjoint au directeur de développement chez CrowdSec et mon rôle est principalement de m'assurer que CrowdSec peut s'intégrer dans un maximum de vendors, de solutions, et qu'on ait des plugins, des connecteurs et des streams qui s'adaptent à n'importe quelle solution de sécurité afin de pouvoir bénéficier de notre CTI, de nos blocklists ou de nos produits de détection et de protection. On va aborder aujourd'hui rapidement sur ce premier slide les produits que nous avons chez CrowdSec. À la base de CrowdSec, nous avons des outils de détection et protection. C'est un logiciel open source qui permet d'identifier les comportements malveillants sur votre infrastructure. Pour orchestrer tout ça, nous avons une console SaaS. Et ces données que nous récupérons grâce à une communauté, la communauté de nos utilisateurs, nous permet de construire une base de données d'IOC, des listes d'hyperréputation, et ce sont donc de ces listes de réputation dont nous allons parler aujourd'hui. Pour illustrer ces listes de réputation ou ces blocklists,
nous allons utiliser l'exemple de cette blocklist que nous avons mis à disposition gratuitement pour la durée des Jeux Olympiques, qui regroupe les hackers qui ciblent principalement des infrastructures en France. Donc cette blocklist est disponible sur notre SaaS gratuitement, et justement elle peut être intégrée à différentes plateformes dont Checkpoint via ce que l'on appelle notre fonctionnalité Blocklist as a Service. Donc Blocklist as a Service, ça permet d'envoyer des listes d'IP au format de votre hardware ou software. Et donc chez Checkpoint, vous allez pouvoir l'envoyer vers en tant qu'IOC feed. Et pour vous présenter cette intégration et la manière dont fonctionnent les IOC feeds chez Checkpoint, je vais laisser la parole à Waïd. Je te remercie. Du coup, je te remercie Julien pour la prise de parole. De manière très succincte, Checkpoint, on est un acteur qui a plus de 30 ans sur le marché de la cybersécurité, et je pense que vous nous connaissez par rapport à notre premier produit qui est la partie Firewall, qui est dans l'encadré rose ici présent, et qui est composé de différentes gammes de pare-feu, allant de pare-feu de très petite taille pour des succursales jusqu'à des pare-feux de très gros gamme, pouvant aller dans des data centers et pouvant avoir aussi des châssis évolutifs qu'on appelle Maestro. Et dans cette architecture globale Firewall, on a aussi un écosystème qui est vaste, et aussi il faut aussi pouvoir avancer en même temps que les menaces qui avancent très rapidement. C'est pour cela que côté Checkpoint, on a un portfolio qui est assez complet, qui va aussi couvrir ce qu'on appelle la sécurisation des utilisateurs et des accès via Harmony, la partie cloud qu'on entend énormément avec différents produits comme la partie protection au niveau des assets cloud jusqu'à la protection du cloud, jusqu'à la protection du code, et l'ensemble de ces composants sont consolidés au niveau d'une colonne vertébrale qui est le Threat Cloud et le portail Infinity. Et derrière, ça permet d'avoir une plus-value sur la sécurité qu'on va donner auprès de nos clients. Et ce qui est intéressant, c'est que les IOC feeds peuvent être consommés et consolidés au sein des pare-feux de Checkpoint. Et justement, lorsqu'on va parler de pare-feu, le plus important, c'est parler aussi déjà de la composition de ces pare-feux, parce que ces derniers sont robustes pour supporter la charge de ces IOC feeds, ou de manière simple et efficace, la charge que vous avez au niveau de votre réseau. La réponse est oui. Via aussi la gamme Quantum Force qui est sortie en 2023 et qui compose énormément de moteurs complémentaires à ce que vous pouvez utiliser sur la protection de vos flux périmétriques ou est-ouest. Et dessus, on a des moteurs qui sont reconnus, que ce soit auprès d'acteurs tiers comme GigaOM, qui nous donnent une note au-dessus de la prévention des malwares. Pour juste donner un petit cas d'usage, je pense que vous avez tous entendu parler de l'attaque qu'il y a eu auprès de Log4j, sur la faille Log4j. Checkpoint, on a été en mesure de le déceler bien en amont. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir un pare-feu qui évolue aussi avec vos infrastructures, et c'est pour ça que côté Checkpoint, on a un pare-feu qui est modulaire au niveau des interfaces et au niveau de vos besoins. Et donc, pour parler de châssis haut de gamme et aussi milieu de gamme, on a Maestro, qui en fait permet d'avoir l'élasticité, l'agilité, l'évolution du cloud, tout ça dans vos data centers. Et donc, de ce côté-là, on va avoir un orchestrateur qui va, lui, gérer plusieurs pare-feux. On peut monter jusqu'à 52 pare-feux. Et ce qui est intéressant dans cette architecture-là, c'est que lorsque un client fait l'acquisition d'un pare-feu à l'instant T, ça correspond à ses besoins en termes de volumétrie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir suivre l'évolution du client sur le long terme. Pas forcément à chaque fois décommissionner un pare-feu et remettre un nouveau. Et là, côté Maestro, justement, on répond à ce cas d'usage. Vous achetez un pare-feu à un instant T
et vous pouvez ajouter différents pare-feux pour suivre votre évolution et aussi vos menaces. Et donc, on peut monter jusqu'à 1 terabit de trafic analysé sur du déchiffrement SSL. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on permet d'avoir aussi des temps de disponibilité très élevés avec du load sharing sur l'ensemble des pare-feux. Et donc, pour parler justement de cette partie pare-feu, et on va justement mettre les wagons avec les listes que donne CrowdSec. De manière globale, au niveau d'un pare-feu, on va avoir différentes fonctionnalités. Et un peu à l'image de ces cercles-là, on va couvrir certains périmètres de sécurité. Mais entre chacun de ces périmètres de sécurité, on va avoir des petits gaps. Et justement, ces petits gaps peuvent être comblés par une bonne configuration de la part de l'administrateur ou d'utiliser des outils tiers comme la partie IOC Feed ou des profils de configuration autonome qui est propre à Checkpoint. Et donc, le fait d'utiliser des IOC ou d'autres méthodes de protection complémentaires permet de resserrer les gaps de sécurité sur l'ensemble de votre surface d'exposition. Et donc, côté pare-feu, généralement, ce qui va prendre le plus de temps, ça va être la partie configuration. Et la partie IOC Feed, justement, permet de gagner du temps par rapport à cette partie-là, parce qu'on va être sur des listes automatiques. Ce qui va prendre le plus de temps, ça va être la mise en place de ces IOC Feeds qui prennent en moyenne 2 minutes. Et justement, pour parler des moteurs propres à nos blades de protection, on utilise énormément de moteurs différents. Par exemple, sur l'IPS, on va utiliser des moteurs de signature ou des bases d'adresse IP. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est que ces méthodes et ces moteurs différents vont avoir une protection complémentaire via les IOC Feeds. Et donc, par exemple, sur l'IPS, on va avoir plusieurs moteurs différents, tout comme sur la partie anti-bot. Et donc, par rapport à la partie Autonomous Threat Prevention, on va avoir la possibilité d'activer ces fonctionnalités-là en étant accompagné par la management de Checkpoint. Et pas seulement demander à votre administrateur ou au PS Checkpoint de vous accompagner sur la configuration. Non, là, on va vraiment faire une sécurité qui est sur mesure par rapport à vos flux, à votre périmètre et par rapport à l'acquisition des pare-feux que vous avez pu faire. Et donc, ça permet d'avoir une personnalisation de votre sécurité, tout comme un CH n'aura pas le même besoin de sécurité ou le même niveau de configuration sur certains aspects qu'un périmètre industriel et vice-versa. Et ce qui est le plus important, c'est que ça nécessite aucune maintenance de la part d'un administrateur. Et donc, ça permet déjà de simplifier l'utilisation des pare-feux au quotidien, d'éviter d'avoir énormément de dettes techniques au niveau de la configuration que vous allez avoir sur vos pare-feux et derrière d'avoir une visibilité sur les événements de sécurité. Et pour vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionnent les IOC Feeds, il faut voir un peu les blades de sécurité côté Checkpoint comme étant un millefeuille. Et donc, lorsque vous allez avoir un paquet qui va transiter au niveau de votre pare-feu, on va avoir déjà de 1, le traitement de ce paquet sur, de manière traditionnelle, des politiques de sécurité qui vont remonter sur d'autres moteurs. Et l'ensemble de ces traitements-là coûtent de la charge au niveau du pare-feu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un juste milieu entre la charge qu'on va avoir sur le pare-feu et l'optimisation de la configuration qu'on va faire. Et c'est pour ça que les IOC Feeds sont intéressants, parce que le fait d'ajouter des IOC Feeds en amont permettent de diminuer la charge du pare-feu sur certaines fonctionnalités. Ils permettent de dédier et d'allouer ces ressources-là sur d'autres fonctionnalités très importantes par rapport à vos pare-feux. Par exemple, le fait de diminuer la charge avec les IOC Feeds permet de gagner de la ressource pour faire par exemple du déchiffrement SSL ou de faire des règles un peu plus élevées au niveau de l'IPS par exemple. Et donc, ce qu'il faut retenir par rapport à l'IOC Feed, c'est que c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis la R81 et qui est facilement paramétrable depuis la R81.20 en ajoutant par exemple les identifiants et les mots de passe pour pouvoir récupérer
ces listes-là. Et donc, on peut récupérer autant de listes qu'on veut et on est limité jusqu'à 2 millions, voire plus, d'IOC feed de traités sur vos pare-feux. Tout dépend du dimensionnement qui a été fait auparavant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive en complémentarité des blades qu'on a déjà mis en place au niveau du pare-feu. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'IOC feed nécessite l'activation de 2 fonctionnalités principales au niveau du pare-feu. La fonctionnalité d'antivirus et la fonctionnalité d'antibot. On a aussi une fonctionnalité qui ne nécessite pas l'activation de ces 2 blades, ça s'appelle les Network Feed Objects, mais on se retrouve limité. On va remonter au niveau de cette pile-là, au niveau des politiques de sécurité. On perd en quelque sorte l'optimisation que les IOC feed apportent. Et donc, pour vous montrer un peu en détail l'intégration des IOC feed, j'aurai l'occasion de vous montrer juste après, vous allez créer un nouvel indicateur dans lequel vous allez récupérer l'URL de CrowdSec qui va être généré au niveau de votre portail. Vous allez mettre vos identifiants et vos mots de passe et l'action que vous voulez. Dans un premier temps, ce qu'on recommande côté Checkpoint lorsque vous activez une nouvelle fonctionnalité, c'est de le mettre en detect pendant une période de temps définie afin de voir au niveau des logs si ça correspond à la couverture en sécurité que vous souhaitez. Et une fois que c'est effectué, vous pouvez passer en mode prevent, en mode prévention, et donc bloquer en amont l'ensemble de ces menaces. Et ce qui est intéressant au niveau, par exemple, de ce log, c'est que on va avoir un blocage qui va être fait de manière préventive et on va avoir exactement la politique de sécurité et la liste d'IOC feed qui a été utilisée. Et donc, ce qui est intéressant au niveau des IOC feed, c'est que c'est le pare-feu lui-même qui va synchroniser à intervalles réguliers. L'intervalle peut être configuré selon vos besoins sur les serveurs CrowdSec pour récupérer la liste d'IOC feed. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser une variété d'IOC feed différents. Ce que propose CrowdSec, notamment, c'est différentes listes par rapport à différents besoins. Vous pouvez les combiner. Et donc, par rapport justement à la partie checkpoint, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un accompagnement sur une première phase, sur les menaces qui sont détectées au niveau de vos logs, et puis faire une sécurité qui soit sur mesure par rapport à vos besoins. Et justement, je donne la main à Julien. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. On pourra voir juste après. Merci beaucoup, Waïd, pour cette présentation de votre matériel et de la manière dont marchent les IOC feeds. Je vais revenir un petit peu, du coup, sur nos blocklists. Donc, des IOC feeds, il y en a beaucoup, il y en a partout. Qu'est-ce qui fait notre originalité chez CrowdSec? Donc, CrowdSec, c'est dans le nom, hein, c'est la foule, c'est donc la sécurité par la foule. On a un réseau unique de plus de 100 000 utilisateurs déjà et qui continue à grandir grâce à notre logiciel open source, qui nous apporte du signal déjà de machines réelles. Donc, tous ces attaquants, on les a détectés avec nos propres réseaux, notre propre réseau. Ce que ça veut dire, ce que ça implique, c'est qu'on a une surface d'écoute sur Internet qui est différente d'autres acteurs dans l'hyperréputation. De ce qu'on a pu observer en comparant avec différents grands fournisseurs de flux, on a entre 30 à 60% d'exclusivité sur les attaquants qu'on a validés et qu'on a mis dans nos blocklists. Ça a été fait avec différentes structures, différents partenaires, ces études, sur tous les flux qu'ils fournissaient, eux. Donc, par exemple, Virus Total nous a dit qu'on avait 37% d'exclusivité par rapport à toutes les autres personnes qui donnent de l'info sur Virus Total. Donc ça valide notre approche et ça valide les valeurs cœur de CrowdSec, qui était que, pour l'instant, se défendre de la foule d'attaquants par une foule de défenseurs, ça marche et ça nous montre quelque chose qui n'était pas visible avant.
Le fait d'avoir ça aussi chez un maximum de personnes et via un logiciel open source, ça nous apporte la diversité. On va avoir des gens dans le secteur bancaire qui utilisent notre logiciel, dans l'e-commerce, il va y avoir des individuels pour leur propre site web, pour leur serveur de jeu, pour leur serveur de fichiers, etc. Donc cette diversité nous donne aussi une surface d'écoute sur des attaques qu'on n'aurait pas forcément vues avec de l'hyperréputation ciblée sur tel type de secteur ou tel type de client. C'est aussi des signaux de comportement malveillant. Donc, notre moteur analyse des comportements malveillants et ça va nous permettre de voir des attaques qui ne sont pas forcément visibles par d'autres systèmes de détection ou, par exemple, dans du honeypot. Le fait qu'on soit que sur des machines de production réelles exposées sur Internet, on va pouvoir observer des choses comme du DDoS applicatif qui ne sont pas des types d'attaques qui sont facilement détectables par d'autres systèmes, que vraiment avoir déployé une armée de logiciels de détection. Actionnable, ça veut dire que ce qu'on met dans nos blocklists, on l'a vérifié, validé, il y a un système de consensus qui fait qu'une IP n'arrive pas dans une de nos blocklists si elle n'a pas été validée par un certain nombre de nœuds de notre réseau, ces nœuds ayant une réputation supérieure à telle valeur, que ces nœuds sont répartis sur différents autonomous systems. Le but est bien sûr d'éviter les faux positifs et l'empoisonnement potentiel. Et c'est actionnable aussi parce que elles sont temps réel. On ne laisse pas de données périmées dedans. Elles sont mises à jour en temps réel. Une IP qui aura été validée va rentrer pour un certain laps de temps assez court et quand elle arrête d'attaquer, elle en sortira. Elle reviendra avec un malus si elle continue d'attaquer, mais ça permet vraiment d'avoir confiance dans ces listes et en plus on est très conservateur sur les IP qu'on met, histoire de vraiment pouvoir se dire cette IP est dans la liste CrowdSec, on peut appliquer une rémédiation sans risque de bloquer quelque chose qu'on ne voudrait pas bloquer. Donc évidemment, c'est de la blocklist, donc c'est de la défense proactive et particulièrement, ça va être de l'anti-bot, de l'anti-défense, de l'anti-attaque de masse qui va arriver dans la plupart de ces listes. Étant réel, j'ai traité le point juste avant. Et donc, voilà un petit peu l'avantage de pouvoir construire ces listes de blocage, ces listes d'hyper-réputation à partir d'un réseau d'utilisateurs réels qui détectent ça. Ici, ça explique un petit peu comment marche chaque nœud de notre réseau. Je vais passer très rapidement. Les personnes qui utilisent notre logiciel CrowdSec, qui s'installe et qui est packagé pour quasiment toutes les distributions majeures de Linux, pour Windows, pour FreeBSD, et donc qui tourne aussi sur OpenSense, pfSense, va pouvoir localement lire dans vos logs et détecter les comportements malveillants, allant d'un simple brute force à des comportements suspicieux en post-authentication sur un cluster Kubernetes, par exemple, du credit card stuffing, du spam, etc. Une fois que ça aura été détecté et bloqué localement par les gens qui ont installé notre logiciel, ils vont nous remonter les signaux d'attaque en disant à telle heure, telle IP a essayé de me faire tel CVE, ou à telle heure, telle IP a essayé de faire un user énumération, un scan, etc. Notre consensus va le traiter et va nous permettre de construire cette base de connaissances des menaces sur Internet et, pour les plus agressives et les plus qualifiées, les mettre dans des listes de blocage. Donc ces listes de blocage, on en a plusieurs. Le fait d'en avoir plusieurs, c'est parce que si on en avait qu'une, il y aurait toujours un doute de mais qu'est-ce qu'elle fait cette blocklist? Par la taille de la blocklist ou par la nature des IP qui sont dedans, on sait que quelqu'un s'abonnant à un IOC feed, il a un but bien précis. Notre blocklist principale, qu'on appelle la CrowdSec Intelligence Blocklist, c'est l'ensemble des IP les plus agressives
qui attaquent notre réseau. Donc, ça va être une collection d'à peu près 50 000 IP qui ont qui ont attaqué plusieurs centaines, voire milliers de nœuds sur notre réseau pour des attaques de différents types, que ce soit attaques de vulnérabilité, brute force, DDoS applicatifs. Et ces 50 000 IP, c'est typiquement ce que vous voulez mettre en face ou en complément de vos antibots actuels. On a, avec ces différents partenaires et clients, évalué le pourcentage de trafic sur leurs infrastructures qu'ils ont économisé avec ça. Et c'est toujours des pourcentages à 2 chiffres et souvent du 30 à 60% de réduction de trafic. C'est-à-dire que ça allège aussi votre infrastructure qui n'a plus à traiter ces bots, ce martèlement constant de bots qui essayent de trouver une faille, qui essayent d'exploiter la dernière CVE sortie ou de la réutilisation d'identifiants volés, etc. 50 000 IP, c'est à peu près ce qui peut rentrer dans n'importe quel hardware ou software de sécurité sans poser de problème de latence. Et c'est aussi pour ça qu'on ne met pas des millions d'IP de base dans nos blocklists. Donc celle-ci, c'est celle par laquelle on commence souvent. On introduit nos clients à cette blocklist pour leur montrer vraiment à quel point ils peuvent faire des économies, à quel point le retour sur investissement est grand quand on bloque toutes ces attaques de masse. Ensuite, en complémentarité, on a des blocklists qui, toujours avec une confiance absolue, ces IP on sait, elles ont été validées, etc. Il n'y a pas de risque de faux positifs. Mais pour étendre le nombre d'IP que vous voulez introduire dans votre système de blocage ou de rémédiation, évidemment, quand on parle de rémédiation, ça peut être du blocage, ça peut être du CAPTCHA, ça peut être lever une alerte, réduire le débit, quelles que soient les capacités que votre infrastructure a. On va avoir des blocklists plus complémentaires sur les verticaux. Donc, on va vous dire, par exemple, celles qui attaquent principalement la santé, la finance, le e-commerce, les assurances, etc. On peut aussi avoir des listes d'attaquants qui focalisent un pays en particulier. Typiquement, la blocklist des Jeux Olympiques, donc blocklist Paris 2024 qu'on met à disposition pendant ces Jeux, ça va être les attaquants qui ciblent des infrastructures en France pour plus de 30% de leurs attaques. Donc, on observe qu'il y a un nombre d'IP croissant depuis quelques semaines ou mois déjà d'attaquants qui ciblent la France. Ensuite, on va avoir des blocklists qui vont être plus au niveau du comportement, donc des verticaux de comportement. Est-ce que c'est des attaquants qui passent par des systèmes d'anonymisation comme VPN ou proxy? Est-ce que ce sont des attaquants qui ciblent principalement les CMS, WordPress, Drupal, Magento, etc. Et finalement, on a aussi des blocklists que vous pouvez faire vous-même parce que vous pouvez avoir des systèmes d'alerting vous pouvez avoir des feeds à droite à gauche et donc on vous permet de créer vos blocklists pour aussi les merger dans un seul flux qui va aller vers Checkpoint ou vers vos autres composants de rémédiation. On met aussi à disposition des blocklists publics que vous pouvez obtenir un peu n'importe où, mais ça permet en un seul flux de les avoir là-dedans. Il y a quand même quelque chose qu'on fait sur ces blocklists publics, comme la liste les listes firewall ou nœuds de sortie Tor. C'est que s'il y a des faux positifs connus, nous, on les nettoie. Donc, ça va être quand même une petite amélioration sur ces blocklists tiers qu'on va pouvoir faire. Donc, voilà pour ce qui était des détails de nos blocklists, de leur nature et de comment on les fabrique. Sur ce, je vais vous laisser poser vos questions si vous avez besoin de quelques détails sur que ce soit l'intégration à Checkpoint, sur le fonctionnement de Checkpoint, sur la manière dont on agrège nos blocklists. Allez-y, à vos questions.
En tout cas, c'était très synthétique, Julien. Merci, j'ai tendance à déborder, des fois je me laisse emporter dans une envolée lyrique. Tac. Je vais juste instancier une démo pour montrer comment on inclut une liste au niveau de nos pare-feux, en attendant d'avoir plus de questions. Alors Georges Richard qui demandait si ça s'intègre directement sur Checkpoint, et en effet, je laisserai Wade Tout à fait. le valider, mais ça, Je vais vous montrer. nous exportons au format qui est supporté par les IEC feeds de Checkpoint, et donc... Ouh, je l'ai fait... Je ne sais pas si on voit correctement mon écran, parce que sur la première partie, je ne suis pas convaincu. Je le vois bien. D'accord. Là, je me suis connecté sur la Management Checkpoint. C'est là où on va centraliser l'ensemble des politiques de sécurité. C'est là-dessus qu'on va gérer l'ensemble de nos pare-feux, leur mise à jour, l'ajout de politique, l'activation de fonctions de sécurité, et aussi centraliser les logs. Et donc, par rapport aux IOC feeds, c'est, comme je l'ai dit précédemment, ça prend 2 minutes chrono, selon si on est en partage de connexion ou pas du tout, ce qui est mon cas. Et donc, par rapport à ça, vous avez les politiques de sécurité traditionnelles qu'on retrouve chez chaque fournisseur de pare-feu. Mais côté Checkpoint, l'intégration des IOC feeds se fait très rapidement en graphique. Donc on va au niveau de la partie Threat Prevention, Custom Policy, indicateur. Et dessus, on va ajouter une IOC feed via New IOC feed. Et dessus, par exemple, on va ajouter, on va lui donner un nom. Là, comme vous le voyez, j'en ai déjà instancié auparavant. Donc, on peut, comme l'a très bien dit Julien, ajouter plusieurs IOC feeds. Par exemple, on va ajouter la blocklist des nœuds Tor, ou bien pour les flux sortants, bloquer des flux qui peuvent s'apparenter à de l'anonymisation de trafic. Par exemple, tout ce qui va être outil tiers de VPN qui n'est pas réglementé par votre politique interne. Et là, par rapport aux IOC feeds, on va appeler celui-ci IOC CrowdSec. Hop. Et dessus, on va ajouter l'URL qui a été générée au niveau de votre portail et mettre les identifiants qui va être demandé. Et donc là, par exemple, on va mettre test et ici test. Et une fois que c'est fait, on la crée et on peut tester le feed. Tac. Et donc, yes. Et une fois que c'est fait, l'IOC feed est directement poussé sur les pare-feux qui ont cette politique déjà préinstallée. Et donc, hop, bon, là j'ai fait avec un espace, alors qu'il ne faut pas mettre d'espace. Et une fois que c'est fait, les IOC feeds sont directement mises à disposition. Étant donné qu'il s'agit d'un test, vous imaginez bien que les identifiants et le mot de passe sont beaucoup plus longs. Et donc, le voici, et on participe au changement en mettant une publication, et les IOC feeds sont directement utilisés par vos pare-feux. Et donc, comme je l'ai dit, on va avoir 2 modes d'utilisation, soit en mode détection, soit en mode prévention. Et donc, dans un premier temps, hop, on va mettre en détection. Et là, les IOC feeds vont être consommés, on va avoir les premiers blocages au niveau des logs. Et au niveau des logs, on pourra voir directement qu'il s'agit de la blocklist IOC CrowdSec. Et donc, comme je l'ai expliqué précédemment, on va avoir 2 moyens de consommer les IOC feeds. Donc, on a vu la première, qui nécessite la blade on avait une question. Et anti-bot. Oui. Une question de Pierre. Je ne sais pas si on voit mon écran encore une fois. Toujours, oui. Qui demandait est-ce que les blades antivirus et antibot sont obligatoires pour intégrer les IOC feeds? Tout à fait.
Après, comme je l'explique, on a deux moyens. On a la partie IOC Feed avec la Blade Antibot et antivirus permettent de économiser énormément de ressources et de pas avoir de limitation sur les listes qui vont être consommées. Il faut noter aussi que sur l'acquisition des boîtiers Checkpoint, sur la première année, vous avez l'ensemble des Blades et des fonctionnalités de sécurité offertes. Donc ça permet sur la première année de pouvoir avoir une sécurité qui va à la cible que vous souhaitez et mettre en place ces IOC Feed de manière gracieuse. Enfin, je parle des fonctions de sécurité. Sur la partie aussi, sur les politiques de manière traditionnelle, on peut faire appel aux IOC Feed via ce qu'on appelle les Network Feed Objects, qu'on retrouve ici. Et les Network Feed Objects sont directement embarqués au niveau des politiques de sécurité. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il faut voir la sécurité au niveau d'un pare-feu comme étant un millefeuille. On va avoir les IOC qui vont être en amont, et après on va avoir l'ensemble des fonctions de sécurité qui vont chaîner. Plus on va être en amont de ce process, moins on va consommer de ressources. Lorsqu'on va utiliser les Network Feed Objects, on va être au niveau des politiques de sécurité. Donc on aura déjà consommé de la ressource, on sera déjà en amont du chaînage. Et donc dessus, on va remettre, par exemple, l'IOC. Aussi à noter que côté Checkpoint, on consomme tout type de listes. Ça peut être des listes CSV, des listes en JSON ou des listes flat, c'est-à-dire avec que des adresses IP listées. Et donc dessus, vous mettez les identifiants et l'intervalle à laquelle vous voulez faire le feed. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas d'usage, une fois que c'est mis en place, vous n'avez plus d'action manuelle à effectuer. C'est le pare-feu qui va fetch, qui va récupérer les changements au niveau de la liste de manière régulière. Ce qui est important de distinguer, c'est qu'on a la partie IOC Feed d'une part et la partie Network Feed d'autre part. Network Feed, on est limité à 5000 entrées. IOC Feed, on n'a pas de limite. Si ce n'est les limitations hardware liées au boîtier. Sur notre boîtier d'entrée de gamme, côté data center, qui sont les 9100, nous sommes limités à 2 millions d'entrées au niveau d'une seule liste IOC. Donc ça vous permet d'avoir un peu un estimatif. Donc vous pouvez avoir plusieurs listes en parallèle, comme je vous l'ai montré, au niveau du pare-feu. Ça va me permettre d'enchaîner sur une... Je vais voir s'il y a encore des questions, mais je peux vous donner un petit aperçu aussi de comment ça se présente du côté CrowdSec. Donc, voici l'interface de notre console à laquelle vous pouvez vous connecter gratuitement. Dans la section Blocklist Intégration, on peut choisir évidemment différents formats. Par exemple, pour Checkpoint, on va créer une nouvelle intégration. On peut mettre une description chante. Et au moment où on crée, ça nous donne donc l'URL et les identifiants de Basic Auth qui vont nous permettre de récupérer ce feed. Donc l'intégration a été générée. Et maintenant, je peux lui attacher autant de blocklists que je veux. Donc, par exemple, je peux aller vous voyez la liste des blocklists qui sont à ma disposition dans ma console. Je vais aller dans la liste, par exemple, Paris 2024. Et je vais pouvoir dire mon intégration Checkpoint, abonne-la à ce feed et ce sera immédiatement disponible sur l'URL avec les identifiants. Et ce sera mis à jour en temps réel au fur et à mesure que la liste évolue. Pour un petit peu plus d'infos, là, donc sur notre page, vous voyez un petit peu en quoi consiste cette blocklist. Cette blocklist qui contient un peu plus de 5000 IP d'attaquants qui ciblent la France. L'origine des attaquants, vous voyez que l'origine principale des attaquants, ça vient des États-Unis. Pas mal d'attaquants d'Allemagne et de Chine. On peut voir la rotation, donc le pourcentage est pas totalement juste ici, mais on va fixer ça. Il y a eu 420 IP qui ont été ajoutés à cette liste dans les 2 derniers jours et 524 qui en sont sortis du fait que ces attaquants, ces IP n'étaient plus jugés attaquantes ou n'ont plus été validés pour cette liste. On peut aussi voir les IP les plus reportés.
et les types de comportements qui ont été relevés. Donc, pas mal de HTTP probing, quelques événements sur Ekata et du SMB brute force et Windows brute force. On peut aussi explorer en détail le top de ces attaquants. Par exemple, ici, on voit que cette IP a une activité accrue ces dernières semaines et elle est connue chez nous pour principalement ses comportements de exploit, DDoS, brute force et CTV en particulier. Voilà, voilà. On peut voir qu'elle cible la France à 71%, cette IP. Elle fait quelques attaques aussi aux États-Unis, à savoir qu'on a des utilisateurs partout dans le monde, dans plus de 190 pays, c'est-à-dire tous les pays qui ont Internet a priori. Voilà, voilà. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Pas d'autres questions. Est-ce que tu voulais complémenter avec quelque chose? Pour répondre à Georges qui me pose une excellente question, c'est compatible sur les 6005 à condition d'être sur la version qui est recommandée, qui est la R80.20. Sur les versions antérieures à R80.10, on a la possibilité de consommer des IOC feeds sans authentification ou bien en ligne de commande. La nouveauté sur la R80.20, c'est qu'on peut faire ça directement sur la console, sur la Smart Console, tranquillement. Et ce qui est important aussi, c'est que la R80.20, indépendamment des IOC feeds, permet d'avoir beaucoup de fonctions de sécurité complémentaires au niveau de la console de management. On peut consommer des fonctions qui vont être directement importées du portail Infinity. Donc, par exemple, permet d'avoir de l'IoT Protect, du SD-WAN et d'autres fonctions qui peuvent avoir davantage de bénéfices au niveau de votre protection. Et ce qui est intéressant, comme le dit très bien Julien, dans le cas d'hôpitaux, on va avoir certaines contraintes en termes d'exposition et aussi le respect de certaines normes. Et donc les IOC feeds que vont fournir CrowdSec vont être d'une excellente complémentarité des protections qu'ont déjà les pare-feux de Checkpoint et permettre derrière d'orienter les ressources que vous allez avoir sur vos pare-feux sur une protection beaucoup plus accrue de l'autre côté. Donc, et derrière, comme je vous l'ai montré, IOC feed, politique de sécurité et derrière toutes les briques de sécu un peu plus avancées. Et donc derrière, de permettre de pérenniser et de maximiser l'investissement que vous avez fait sur vos pare-feux. Plutôt qu'acheter un pare-feu plus gros à chaque fois. Et justement, on se ferait un plaisir avec les équipes PS de pouvoir auditer la configuration de vos pare-feux afin de comprendre exactement ce qui consomme le plus et comment optimiser la configuration de vos pare-feux. Et côté secteur public, on a aussi vu une recrudescence des attaques DDoS à l'arrivée des JO. Et aussi, pas forcément du DDoS volumétrique, mais plus du DDoS un peu insidieux dans la mesure où on va être sur des attaques qui vont être sur certains patterns et sur certaines plaques géographiques qui vont chercher à détourner une application. Et donc, vous allez avoir différentes briques dans une architecture cliente. Par exemple, vous allez avoir l'anti-DDoS qui va être en première ligne de front, ou bien l'opérateur qui va fournir des fonctions de sécurité de Scrubbing Center. En amont, vous allez avoir le pare-feu, et au niveau du pare-feu, vous allez avoir l'ensemble des fonctions de sécurité que vous allez avoir. Si vous ne les avez pas configurées de manière correcte, certaines vulnérabilités peuvent être exposées. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette approche automatisée de la sécurité avec des IOC feeds et aussi avec les profils autonomes qui sont mis en place au niveau du pare-feu. Et derrière aussi de minimiser déjà de 1 la surface d'exposition que vous allez avoir et d'avoir vraiment chaque point de votre réseau en une protection qui est assez élevée. Et donc derrière, avoir aucun maillon faible au niveau de votre chaîne de connexion, depuis l'extérieur jusqu'à vos utilisateurs, ou bien jusqu'à vos ressources applicatives.
j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à poser des questions ou nous demander un peu des bonnes pratiques de sécurité de ce côté-là. Très bien. Eh bien, écoutez, ça fait 46 minutes, je pense qu'on va pouvoir accrocher. Toutes ces informations, elles sont évidemment disponibles sur le site web crowdsec.net et sur le site web de Checkpoint. Vous pourrez explorer gratuitement nos différentes listes et voir comment se comporte cette liste Paris 2024 sur vos infras. Si vous avez un moyen d'évaluer combien d'attaques ont été bloquées en préventif sur vos infras, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback et de savoir pour tel ou tel use case à quel point on a permis de réduire la surface d'attaque. Super Merci conclusion, beaucoup. Julien. Et une très bonne journée à tous.